Le 12-14 Info Sud Radio. Le face-à-face des éditorialistes. Et nous terminons la semaine ce vendredi avec Robert Rochefort. Vous êtes député européen et vice-président du MoDem, et Adrien Gomi, militant social. Ensemble, nous allons commenter l'actualité. Et Cyril, on va commencer évidemment avec ce voyage très controversé de parlementaires français en Syrie. Oui, car la classe politique continue à réagir. Hier, François Hollande dénonçait la rencontre avec un dictateur. Manuel Valls a parlé d'un boucher. Nicolas Sarkozy a qualifié ses élus de gugus. François Bayrou dénonce un bricolage irresponsable. Cette visite vous a-t-elle choqué, Robert Rochefort ? Disons qu'en tout cas, elle me met très mal à l'aise. Il est clair qu'il y a aujourd'hui chez M. Assad le désir de se réhabiliter, de se refaire une sorte de capital de sympathie supposée avec les Occidentaux, et je trouve que ce n'est pas à des parlementaires français à contribuer à cela, d'autant plus qu'il me semble que, vu l'aggravation de la situation là-bas, je crois que je ne rentre pas, moi en tout cas, dans la démarche du moindre mal qui serait M. Assad contre Daesh. Je crois malheureusement qu'il faut les combattre, même si aujourd'hui c'est Daesh qui est incontestablement l'ennemi le plus important. Robert Rochefort, vous dites que ce ne sont pas à des parlementaires de faire cette démarche. Pourquoi l'ont-ils fait, à votre avis ? Je pense que quand on est parlementaire, vous savez, on est sollicité par tout un tas de diplomaties plus ou moins affichées ou indirectes de ces pays, et on essaye de vous dire venez voir, il faut que vous puissiez comprendre sur le terrain. Je pense que dans 90% des cas, les parlementaires résistent, et puis de temps en temps, il y en a qui acceptent d'aller voir là-bas. Peut-être certains le font-ils sans arrière-pensée, je n'en sais rien, mais il est clair qu'ensuite ils sont utilisés, manipulés, et que évidemment ça ne peut pas rester une affaire privée comme M. Bapt a essayé de le dire hier. Adrien Gomi, pour vous, ils sont irresponsables, ces parlementaires, ou justement ça fait partie de leur mission d'aller voir sur place ce qui se passe ? Non, je partage en grande partie ce que vient de dire Robert Rochefort. Il est certain que lorsque l'on décide de se rendre en Syrie pour rencontrer un dictateur qui a quand même près de 200 000 morts sur la conscience, c'est un acte irresponsable. D'autant plus que l'argumentaire qui consiste à dire que c'est une visite strictement privée, on connaît Bachar el-Assad, on connaît ses méthodes de communication, il y a un risque très fort, et on le savait, d'instrumentalisation. Et donc avec un avis négatif du Quai d'Orsay, il ne fallait pas que les 4 parlementaires y aillent. Pour autant, j'apporterai un bémol sur 2 points. Premièrement, sur le caractère ridicule des propos de Nicolas Sarkozy, qui les traite de gugus. Oui, et qui avait reçu en grande pompe Bachar el-Assad en 2008, à Paris. Le 14 juillet, place de la Concorde, avec les petits fours, etc. En plus, il était particulièrement proche de lui. François Fillon avait été le premier chef d'État à se rendre depuis 1977... Chef de gouvernement. Chef de gouvernement, pardon, excusez-moi. Depuis 1977 à se rendre en Syrie en 2010. Donc voilà, on sent une sorte d'hypocrisie sur la question. Et d'autre part, et c'est là où je suis peut-être en accord avec Millard, lorsqu'il dit que Bachar el-Assad reste quand même un interlocuteur. Jacques Millard, un des 4 députés qui étaient en Syrie. Le fond de la question, c'est ça, effectivement. Il reste quand même, on ne peut pas rester dans une position, c'est du moins mon point de vue personnel, du nini entre Daesh et Assad. On peut condamner ce que fait Bachar el-Assad, pour autant on ne doit pas forcément rompre systématiquement et ad vitam aeternam les relations avec lui. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. N'oublions pas, dans toute cette affaire, on parle tout le temps de Daesh, là on parle de la Syrie, il faut parler de l'Iran aussi. Parce que l'Iran est derrière tout ce qui se passe là-bas. Et l'Iran est d'abord, à mon avis, on le dit pas assez souvent, à l'origine de l'islamisme, de la partie insupportable qui se réclame de l'islamisme et qui est très très loin des fondamentaux de l'islam. Et ça date de la révolution, de la soi-disant révolution roméniste. Et aujourd'hui, avec la question de l'accession de ce pays à l'arme nucléaire. Donc on est vraiment dans une situation où il ne faut pas se tromper, et même si on sait très bien que tout ce qui correspond aux guerres et aux rivalités entre les factions chiites et les factions sunnites, il ne faut pas rentrer dans des logiques de prise de parti des uns vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose où il y a un danger majeur. Je crois qu'effectivement il y a une forme de guerre. Je crois que nous sommes dans une forme de guerre. Je crois qu'effectivement, quand on est dans une forme de guerre, il peut arriver à un moment donné qu'on ait un ennemi principal, mais l'ennemi principal ne veut pas dire que l'ennemi qui serait pas principal à un moment donné doit devenir un allié.
C'est toute la nuance. Adrien Gomi. Ce que dit Robert Rochefort est exact. Pour autant, j'ai peut-être une interprétation différente du rôle de l'Iran, qui, on l'a vu assez récemment avec les États-Unis, devient non pas un allié, mais du moins un partenaire dans la lutte contre Daesh. Il ne faut pas oublier cette rivalité importante entre les chiites et les sunnites. Et quelles que soient les réserves, et tout à fait justifiées, qu'on peut avoir à l'égard du fonctionnement antidémocratique du régime iranien, sur l'ensemble de la géopolitique du Moyen-Orient, il faudra également lancer des passerelles avec le gouvernement iranien et engager un débat. Qui dit engager un débat ne veut pas dire cautionner ce qui est fait notamment sur la politique interne, mais il faudra tendre la main également à l'Iran sur le plan international, ce qu'a déjà entrepris. Alors là, permettez-moi de vous dire que là, je suis en désaccord radical. Les atrocités, les lapidations, tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran sous couvert de ce régime, nous ne pouvons pas, pactiser avec ce régime. Je suis favorable à une position beaucoup plus ferme et je regrette effectivement que la diplomatie américaine soit dans une sorte de début d'amorce d'une réelle politique. Si effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh devait se traduire par une tolérance plus grande à l'égard de l'Iran, nous aurions abandonné la peste pour le choléra. Je crois qu'il faut être extrêmement, extrêmement vigilant sur ce point. Ben voilà qui dit Adrien Gomi. Je voudrais revenir avec vous sur ce voyage donc des parlementaires. Est-ce que ça valait une convocation au Parti socialiste, comme ça sera le cas pour Gérard Bapt mardi? Écoutez, il y a des instances au Parti socialiste qui vont être chargées de dire et de donner leur avis sur ce déplacement de Gérard Bapt. Je pense que ça n'intéresse pas vraiment les Français de savoir si M. Bapt sera sanctionné ou non par le Bureau national et le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Ce qui est regrettable, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ces 4 parlementaires y soient allés sans l'avis du Quai d'Orsay. De fait, il est vrai que Gérard Bapt devra en répondre, notamment à son groupe politique à l'Assemblée nationale, ça me paraît évident. Alors moi, oui, Robert, vous permettez que juste sur ce point, je voudrais dire, le Parti socialiste, d'une certaine façon, on pourrait en rire si derrière cela il n'y avait pas des questions qui sont des questions évidemment très graves. Mais vous voyez bien que cette affaire de convoquer M. Bapt arrive quelques jours après l'idée de savoir si on va punir ou pas ceux qui n'ont pas soutenu la loi Macron à l'Assemblée nationale. Il y a une sorte de caporalisme que le Parti socialiste essaye de mettre en place pour laisser croire qu'il est un parti unique, et évidemment ceci se fait quelques semaines avant les élections départementales, alors qu'en réalité ce parti est aujourd'hui dans un désordre et dans une absence de cohérence absolument fantastique et incroyable. Il y a des gens qui vont dans tous les sens, qui tirent dans tous les sens, et effectivement là, il y a cette idée, alors qu'on sait très bien d'ailleurs qu'en plus les sanctions dans ce genre d'affaires, ça ne mène pas, à grand-chose. C'est beaucoup plus quelque chose qui est fait pour faire un affichage que pour recréer de la cohésion. Moi, je crois que ça ne réglera pas les conflits intérieurs du Parti socialiste, ça ne réduira pas les écarts, mais ça fait partie aujourd'hui d'un théâtre qu'offre ce parti, qui est pourtant un grand parti dans l'histoire de notre pays, mais qui va très mal. Alors restons dans cette région puisque nous allons parler maintenant sur Sud Radio de ces destructions de l'État islamique qui a massacré des trésors antiques au musée de Mossoul en Irak. On voit les images sur les chaînes d'information depuis ce matin, images de propagande évidemment filmées et diffusées par l'État islamique qui s'en prend à l'art après s'en être pris aux hommes. Robert Rochefort. C'est la même chose. Vous savez, les hommes n'existent que parce qu'ils sont des êtres qui ont été façonnés par des sociétés qui ont bâti des cultures. Quand on veut anéantir des cultures, ça veut dire que on anéantit des hommes. Donc c'est exactement la même chose. Même si vous m'empêcherez pas de croire que, évidemment, quand on a, comme c'est le cas actuellement, ces chrétiens d'Orient que l'on maltraite, que l'on déporte, que l'on prend en otage, que l'on massacre, évidemment, je me sens encore plus concerné par cette question. Alors, ce matin, il se trouve que c'est sur les destructions d'œuvres, d'art antique que l'émotion se fait, mais c'est fondamentalement
la même chose. C'est l'expression d'un groupe qui veut tuer une société qui existait avant ce qu'il prétend être, qui est une société qui veut présenter un modèle totalitaire. Et voilà, il ne faut pas se tromper. C'est la même force qui s'attaque à ce que font des hommes lorsqu'ils construisent quelque chose. Et je dois dire qu'en plus, nous venons, enfin peut-être moins nous les Occidentaux, mais nous venons de la construction de ce passé. Ce passé est important pour nous construire un avenir. Donc il y a quelque chose qui est monstrueux au sens cette fois-ci symbolique évidemment du terme. C'est une provocation ou pas seulement ? Moi, je ne crois pas que c'est une provocation. Je crois que c'est un acte d'auto-da-fé du passé. De même qu'à certaines époques, on fait des auto-da-fé en brûlant les livres du moment. Là, c'est un auto-da-fé culturel extrêmement fort. Non, c'est un projet extrêmement cohérent. Alors même si, vous savez, il y a des choses beaucoup moins claires qui se passent aussi, parce que certaines de ces œuvres ne sont pas détruites, mais sont en fait ensuite revendues au marché noir pour récupérer de l'argent pour cette cause. Donc tout ça, il y a parfois aussi dans ces moments-là, il y a aussi de la réelle politique qui est derrière cette présentation au monde. Mais non, c'est de la provocation évidemment, mais c'est de la provocation révélatrice d'un vrai projet de destruction de société. Adrien Gomi, votre réaction vous sur cette destruction de 3000 ans d'histoire quand même. Oui, bien sûr. Et je voudrais insister sur 2 points importants qui me semblent assez importants. Le premier, c'est qu'il y a une mise en scène communicationnelle qu'il ne faut pas négliger. Les djihadistes de l'État islamique sont véritablement très forts dans la communication de l'horreur. À chaque fois, si on remarque qu'il y a un pas de plus qui est assuré, franchi par les djihadistes dans l'horreur, les vidéos de décapitation, ensuite la vidéo du pilote brûlé vif dans une cage, maintenant une vidéo avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des œuvres particulièrement importantes dans l'histoire irakienne qui sont détruites. Il y a une volonté de choquer. C'est clair, il y a une volonté de choquer en Occident et partout dans le monde d'ailleurs. Et le problème, c'est que c'est au-delà de la tragédie culturelle que ça peut représenter. Je lisais assez récemment le communiqué de presse du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection du patrimoine irakien. C'est vrai que c'est particulièrement inquiétant pour aussi et principalement les habitants qui vivent là-bas, qui n'ont plus aucun droit ni de fumer, ni d'écouter de la musique dans la rue, pour les femmes qui n'ont plus le droit de sortir sans, je cite, référent masculin. C'est vraiment une situation très inquiétante, et lorsqu'on s'attaque à l'art, lorsqu'on s'attaque au patrimoine, on s'attaque à l'humanité. Alors l'UNESCO demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Que peut faire l'ONU justement contre ça ? Il faudra voir. L'ONU de toute manière rendra son avis sur la question. C'est un problème assez épineux. Très 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 épineux. On avait connu ça avec, vous vous souvenez sûrement, la démolition des Bouddhas de Bamiyan en 2001 par les talibans en Afghanistan. Lorsque ces fous s'attaquent au patrimoine, c'est très difficile d'avoir une réponse immédiate. J'espère que des sanctions au niveau international seront prises. J'espère que les États et la France en particulier se poseront contre ces exactions et ces destructions d'œuvres d'art. Sur la réponse véritablement à apporter par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on en saura un peu plus dans les prochains jours. Mais est-ce qu'il ne restera pas un peu symbolique, cet avis du... Si, bien entendu. Ouais. Enfin, il est clair que les Nations Unies feront une déclaration supplémentaire. Quand je dis ça, ne croyez pas que je sois cynique et que je pense que les Nations Unies ne servent à rien. Je ne le pense pas du tout. Mais il est évident qu'on est loin de ce qu'il faudrait faire. Alors si vous me posiez la question du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que c'est évidemment l'ensemble du sujet, c'est-à-dire c'est le combat contre l'État islamique, et vous me permettrez en tant que député européen et en plus du Sud-Ouest de préciser que j'aimerais que l'Europe soit plus unie, soit plus mobilisée et soit plus active pour montrer, une image claire et une participation à l'action de la coalition pour se battre contre l'État islamique, contre Daesh, c'est la seule réponse
c'est la seule réponse avec une perspective d'efficacité. Et c'est une réponse évidemment largement militaire et pas simplement diplomatique, mais elle doit être évidemment suivie, elle doit être précédée par tout ce que la diplomatie mondiale peut faire quand elle peut faire quelque chose. Parlons maintenant des élections départementales. Manuel Valls a tenu un premier meeting de campagne hier soir à Carcassonne. Il a appelé les électeurs de gauche à battre le Front National pour faire vivre, je le cite, les valeurs de la République. Il a raison de s'en prendre au Front National. Ce sera le premier adversaire du PS aux élections, Robert Rochefort. Écoutez, d'abord, il est chef normalement d'une majorité. Dans la Ve République, le Premier ministre, c'est celui qui va effectivement au combat quand il y a un combat politique. Donc, je trouve que il est étonnant qu'on soit étonné qu'il s'en mêle, mais ça veut aussi dire qu'il a hésité avant de s'en mêler. Vous savez très bien que ça a donné lieu à des tractations au sein du Parti socialiste, et puis qu'on a décidé un peu dans la panique il y a quelques jours d'envoyer les ministres et le premier d'entre eux au charbon, alors que c'est en débat, puisque vous savez que par exemple aux dernières élections, il y a beaucoup de municipales, il y a beaucoup de candidats sur le terrain qui ne voulaient pas voir de ministre, tellement c'était plutôt quelque chose qui était repoussoir que quelque chose qui favorisait l'élection. Bon, là, ils auraient tenu une dizaine de meetings à peu près. Oui, parce que tout le monde sait bien que finalement les départementales, c'est à la fois des élections locales, mais des élections politiques. J'allais d'ailleurs dire que la réforme qui fait, alors bon courage pour tous les électeurs du Sud-Ouest et d'ailleurs, ceux qui maintenant doivent voir 4 noms, là où avant ils élisaient un conseiller général, maintenant il y a un homme, une femme. Non, c'est 4, parce qu'il y a le binôme de titulaire, plus le binôme de suppléant. Donc en fait, c'est 4 noms. Donc vous voyez bien qu'on éloigne encore plus les citoyens de ceux qu'ils vont élire. Pour quelle raison, justement ? Ça paraît si compliqué tout d'un coup. Parce que, je vais vous répondre. Parce que en France, quand on veut faire quelque chose qui a trait normalement à la simplification ou la réforme politique, si on n'a pas une idée extrêmement claire dans la tête, on fait du complexe, on fait du compliqué. Regardez, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on attend comme simplification dans les collectivités territoriales, on a rajouté des étages supplémentaires, on a fait un millefeuille. Quand on n'a pas une idée claire, or le gouvernement n'avait pas une idée claire, puisque vous avez bien vu que l'idée de fusionner les départements et les régions, c'est quelque chose qui n'est pas allé jusque-là. Donc, tant qu'on n'a pas une idée claire, eh bien, on fait des choses compliquées en utilisant quelque chose au cas particulier que je trouve un mauvais prétexte, qui est une parité obligée en ayant un homme et une femme. Mais vous me permettrez quand même de dire que ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un mois, on était dans l'idée de l'unité nationale après le drame de Charlie Hebdo et puis de l'épicerie cachère de Vincennes. Et puis, les choses sont passées par là. Le président de la République a cru pertinent de faire une conférence de presse dans laquelle il n'a pas du tout abordé les questions économiques et sociales. Et malgré la petite embellie très très contestable d'ailleurs dans les chiffres du chômage d'il y a 2 jours, les Français, tous les sondages, toutes les études le montrent, se rappellent au fait qu'il y a une réalité économique et sociale, que notre pays ne va pas bien. Et donc les élections redeviennent ce qu'elles sont évidemment politiques. Et évidemment le Parti socialiste craint une bérésina au niveau de ces élections départementales. Alors que Manuel Valls, qui est quelqu'un de courageux, on le sait bien, c'est un leader courageux, que Manuel Valls prenne la capote sur lui et puis se mettent à traverser, malgré les intempéries, le territoire français pour aller faire des meetings. Bon, c'est son rôle, on verra bien, et je crois qu'en tout cas c'est logique. Adrien Gomi, est-ce qu'il mélange les genres, Manuel Valls, comme le dit d'ailleurs Florian Philippot au Front National, en désignant l'adversaire, l'extrême droite comme l'adversaire, dit Florian Philippot, non seulement de la gauche mais du pays ? Non, pas du tout, il ne mélange pas les genres et je pense qu'il fait partie des rares socialistes à se positionner sur la question face à cette montée très inquiétante de l'extrême droite, avec un discours offensif, républicain sur les valeurs qui sont les nôtres, sur la laïcité, qui ont été pendant trop longtemps délaissées à gauche, notamment au niveau local, avec souvent une forme de faiblesse à l'égard des communautarismes qui ont pu se mettre en place. Donc ça, j'approuve vraiment ce discours à la fois offensif, républicain et contre l'extrême droite qui prévoit de faire quand même un sacré score au départemental avec des candidats. Pardonnez-moi, je vais reformuler ma question. Les électeurs, ce qu'ils attendent, c'est pas qu'on leur dise vous allez très mal voter, ça va être stupide si vous votez Front National. Ils attendent exactement ce que vient de dire Robert Rochefort, qu'on leur donne des solutions et des projets pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est.
Bien sûr, mais c'est ce que le gouvernement s'emploie à faire, avec difficulté certes, mais c'est ce qu'il s'emploie à faire. Il faut aussi, je ne suis pas forcément en accord avec vous, il faut aussi rappeler ce qu'est l'extrême droite. Il y en a marre de ce discours de banalisation. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on prend les électeurs pour des débiles quand on fait ça. Pas du tout. Ah pas du tout. Il s'agit juste de rappeler un certain nombre d'éléments que les électeurs n'ont pas forcément en mémoire. Par exemple, les déclarations sur les Twitter, sur les Facebook de certains candidats du Front National. On nous parle de banalisation du Front National. Lorsque certains appellent clairement au meurtre de musulmans, alors qu'ils sont candidats investis par le Front National à des élections, et qu'en parallèle, M. Philippot vient nous dire qu'il faut dédiaboliser le Front National, mais le Front National se diabolise tout seul. Et il faut le rappeler. Oui. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de faire d'une mobilisation qui pourrait paraître légitime contre le Front National l'alpha et l'oméga du jeu politique d'aujourd'hui. Parce que c'est justement le piège, j'allais dire, proposé. Vous savez, souvent le Front National dit UMPS, en disant droite et gauche unis et défendre le système contre eux. Moi je dis qu'il y a un autre piège qui est les partis... Aujourd'hui, le Parti socialiste, parce qu'il est au pouvoir, et le Front National. Comment ensemble, évidemment pas du tout sur les valeurs, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais dans une sorte de jeu politique où quelque part, voilà, on parlerait de ça comme si c'était la question fondamentale de la société française. Moi, je ne crois pas. Et je vais même vous dire quelque chose, puisque je suis centriste et que je suis partisan de la proportionnelle le plus possible dans toutes les élections, ce qui est d'ailleurs le cas aux élections européennes, eh bien, ça ne me fait pas peur que le Front National soit un parti qui présente ses candidats et qui éventuellement ait ses élus. Je vous signale par exemple qu'au Parlement européen pour les Français, nous sommes 74 députés français, il y a 24 députés du Front National. Il y en a 1 sur 3 des députés français au Parlement européen qui sont du Front National. Eh bien écoutez, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs j'en profite pour dire que M. Philippot, qui est membre de ma commission dont je suis vice-président, il ne brille pas, comment dire, par sa présence, parce qu'il n'est jamais là, ni par ses interventions. Donc je préfère, comment dire, qu'il soit dans le jeu politique et nous devons les combattre. Mais rassurez-vous, à chaque fois qu'il y aura un second tour dans lequel il y aura d'un côté des candidats républicains, qu'ils soient centristes, de droite ou de gauche, et en face un candidat du Front National, je n'aurai évidemment aucune difficulté pour dire que c'est le candidat du Front National qu'il faut éliminer au second tour. Oui, pas de nini, donc. Adrien Gomi. Oui, bien sûr. Robert Rochefort a raison lorsqu'il dit que le Front National ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la politique française. Pour autant, on ne doit pas forcément avoir de complaisance à l'égard des candidats, à l'égard du staff du Front National, sous couvert d'un respect qui doit être le même à l'égard de l'ensemble des formations politiques. Quelque chose m'a vraiment interpellé, j'en parle assez souvent avec des collègues au Sénat. Vous prenez l'exemple des dernières législatives, très intéressant. Vous avez Jack Lang, qui bien sûr se présente dans les Vosges, comme tout le monde le sait, n'est pas vraiment un élu des Vosges, peut-être de la place des Vosges, mais pas des Vosges, et on lui tombe dessus, à juste titre, en disant parachutage, etc., etc. Marion Maréchal Le Pen attend les résultats de la présidentielle, voit que l'une des circonscriptions où sa tante, oui, puisque c'est une affaire de famille, fait le plus gros score et est située dans le sud de la France, elle décide de se parachuter dans le sud de la France, alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds, qu'elle n'a même pas terminé ses études de droit à Assas, et est élue avec un parachutage assez hallucinant. Aucun média n'en a parlé. Aucun média n'en a parlé. Aucun homme politique n'a osé s'aventurer sur cette... C'est pas la première élue parachutée. Vous savez pourquoi ? Dans tous les partis, il y a des élus parachutés de tout temps. Mais on et je vous assure qu'il y en aura. Peut-être qu'un jour, mon cher Adrien, vous serez vous-même un élu parachuté et qu'à cet égard, vous serez, comment dire, un peu moins, comment dire, dans la fougue de la jeunesse par rapport au fait de dénoncer ça. Bon, je trouve pas que le soi-disant parachutage qui n'a pas eu lieu de Monsieur Jack Lang dans les Vosges. De traitement. Oui. Mais non, mais bien entendu, et il faut et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de candidats du Front National pour ces cantonales dont on a pu repérer qu'ils avaient tout à fait franchi la ligne rouge. Et il faut évidemment complètement les dénoncer. Et le jour où certains d'entre eux, je ne le souhaite pas d'ailleurs, mais seront élus, eh bien, ils seront encore plus devant le fait que ce qu'ils auront dit, ce qu'ils auront fait, sera visible pour les citoyens. Et les citoyens sauront à ce moment-là peut-être que si certains ont été élus dans ce cadre-là, eh bien, les citoyens auront fait non pas une erreur, mais en tout cas auront fait un vote de protestation et pas vraiment un vote pour l'avenir
de notre pays. Alors je reviens à la question que j'avais posée à Adrien Gomi. Effectivement, dénoncer certaines choses, certes, pourquoi pas, mais quand même, on est en campagne électorale, les départementales, c'est local, les gens ont envie de savoir ce qui va être fait dans leur département. Et moi, ici en Haute-Garonne, j'ai vu les tracts, notamment à gauche, où le slogan, c'est faire barrage au Front National. Je suis désolée, mais moi qui suis électrice, pour moi, ça, c'est pas un programme. Mais je suis 1000 fois d'accord avec vous. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, comment dire, pour le Parti socialiste, une sorte de truc de magicien pour essayer de revenir, comment dire, dans le débat, en essayant de ne pas se trouver confronté à la réalité, qu'on le veuille ou non, qui est que d'une part, le Parti socialiste est aux affaires donc depuis maintenant 3 ans, avec le chômage qui progresse partout, et que par ailleurs, les socialistes sont dans la gestion des collectivités territoriales depuis extrêmement longtemps, et qui sont effectivement devant un bilan qui n'est pas forcément le bon, et c'est pour ça qu'il y aura le résultat des prochaines élections, on le sait déjà. C'est dans nombreux départements, ce seront des départements qui seront conquis par des alliances entre l'UMP et des partenaires centristes avec l'UDI et très souvent le MoDem. Il ne faut pas, juste un mot, il ne faut pas forcément généraliser cette focalisation sur le Front National. Je prends le cas par exemple de mon département. Je suis originaire de Seine-et-Marne, où l'ensemble des candidats dans les différents cantons de Seine-et-Marne présentent avant tout le bilan de l'action départementale et de la majorité qui a été menée, et ne se focalise pas spécifiquement et spécialement sur le Front National. Donc peut-être que dans certains cantons, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne connais pas forcément tous les cantons de France et toutes les. C'était pas forcément un tract du PS d'ailleurs. Ah d'accord. Mais je parlais de la gauche en général. Oui. Mais il est sûr que ça doit s'accompagner d'un certain nombre de mesures assez fortes, et je pense que Manuel Valls là-dessus remplit vraiment bien le rôle. Parlons maintenant du déplacement de François Hollande aux Philippines, à Manille. Il s'y trouve encore aujourd'hui dans le cadre de la préparation de la conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année. Le chef de l'État espère un accord ambitieux, équitable et universel sur le climat. Pour ce voyage, il est accompagné par 2 actrices, Marion Cotillard et Mélanie Laurent. Quel regard portez-vous justement sur ce voyage? Est-ce qu'il faut mobiliser des stars du cinéma comme ça pour mieux faire passer le message aujourd'hui, qui plus est sur l'environnement, Robert Rochefort? Écoutez, ça m'amuse un peu. Je veux dire, c'est pas le premier. Je veux dire, les Américains ont commencé avant les Européens à utiliser comme ça des vedettes. Même certaines de ces vedettes sont devenues des chefs d'État, donc du cinéma. Mais en même temps, je trouve que c'est une misère de la politique que de faire ça. Bon, François Hollande est dans une grande opération de communication. J'espère que le sommet de fin d'année à Paris aboutira effectivement à quelque chose d'ambitieux. Je n'en suis pas complètement convaincu, pour être honnête. Et d'ailleurs, les échos que j'ai de collègues qui sont dans des groupes de travail préparatoires me disent que c'est évidemment extrêmement difficile. Et les grands sommets précédents, vous savez, je suis toujours un peu prudent. C'est-à-dire que plus la déclaration est belle, plus ensuite, qu'il s'agisse de la lutte contre la grande pauvreté, qu'il s'agisse des questions d'environnement, plus il arrive que les résultats derrière soient extrêmement décevants. Bon, là, on est dans un show, bon, mais en même temps, vous me permettrez de considérer que c'est pas le principal des reproches que je vais faire à François Hollande depuis qu'il est président de la République. Mais là, il y a quelque chose qui est qui est un peu, je trouve, une misère de la politique. Je n'ai jamais été en tant que tel gaulliste, mais vous imaginez le général de Gaulle se faire accompagner par une grande comédienne française, même si on dit qu'il n'était pas complètement insensible au charme de certaines de ces grandes comédiennes. Mais enfin, c'est pas ça. C'est un autre temps, bien entendu. Vous avez raison de le dire. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quand même plutôt restaurer les valeurs de la politique, restaurer le débat démocratique, restaurer, des choses de cette nature. Mais encore une fois, je ne veux pas fondamentalement de faire ce voyage un petit peu people, comme on pourrait dire. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il n'y ait pas eu des clins d'œil avec ses propres questions people à lui, mais c'est pas à moi d'en parler. Ouais, Adrien Gomi, vous pensez que François Hollande, il peut incarner celui qui va influer pour aboutir à un accord ? Je voudrais revenir 2 petites secondes sur ce que vient de dire Robert Rochefort. Je suis en accord avec lui sur la critique de la pipolisation de la politique. Pour autant, là, pour moi, l'objectif est un peu différent, dans le sens où l'idée, c'est quand même d'inviter les grands groupes et les entreprises à signer un certain nombre d'accords commerciaux et à investir davantage dans le développement, dans le domaine du développement durable. Donc faire venir 2 actrices qui ont une notoriété internationale, etc., c'est pas forcément une mauvaise chose.
y compris pour le développement durable. Et qui sont engagés, ceci étant dit. Et qui sont engagés en ce sens. C'est pas juste une façade, elles sont très engagées. Exactement, voilà, tout à fait. Mais vous permettez, juste pour... je vous rends la parole en une seconde, mais je préférerais, une délégation commune de chefs d'État européens, et je vous garantis que ça aurait de la gueule. Quand Mme Merkel et M. Hollande vont voir M. Poutine pour la question de l'Ukraine, ça a quand même de la gueule. Mais écoutez, je préférerais, moi, qu'il y ait le président Juncker, plus de la Commission européenne, plus 3 ou 4 chefs d'État. Je trouve que ça, ce serait quelque chose qui, aux yeux du monde, restaurerait, la politique et serait un engagement commun pour l'avenir de la planète, plutôt qu'un chef d'État unique d'un pays certes important en Europe qui accueillera mais voilà, la réunion. C'est nous qui accueillons et alors, la parce que effectivement la France... Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on accueille cette conférence au nom d'une France toute seule, qui pense qu'à elle toute seule, accompagnée de 2 vedettes, on arrive à changer le cours des choses, ou est-ce que c'est une France qui est capable de comprendre qu'elle n'est visible aujourd'hui aux yeux d'un monde nouveau, qui est justement pas le même que celui d'il y a 40 ans, que quand elle est au sein d'un ensemble plus large qui s'appelle l'Europe. Adrien Gomi. C'est vrai, mais vous évoquiez tout à l'heure la tradition gaulliste et vous devriez vous réjouir que la France soit à l'initiative. Je parlais du général de Gaulle. Oui, bien sûr. Je parlais pas du gaullisme. Non, il est certain que là, il y a quand même quelque chose d'important et François Hollande a un rôle primordial à jouer dans la préparation de la conférence de Paris sur le climat qui aura lieu à la fin de l'année 2015, avec ce fameux fonds vert qui avait été créé, je crois, à la conférence de Copenhague en 2009 et qui a pour objectif d'un tas de 100 milliards de dollars par an. Donc il va falloir... mais la terreur, justement, c'est pas de réitérer l'échec de Copenhague. Oui, tout à fait. Mais justement, pourquoi pas... attendre de voir ce que fait François Hollande. Il est à l'initiative sur cette question-là, une question qui est particulièrement importante en 2015. On verra bien ce qui en ressort. Et vous pensez qu'il a le poids, je reviens à ma question, pour faire bouger les lignes et qu'on aboutisse à un accord en décembre entre les pays ? Il n'aura pas le poids tout seul, c'est évident. On ne fait rien aujourd'hui, comme le disait Robert Rochefort, de façon isolée dans le monde qui est le nôtre. Pour autant, il peut être à l'initiative, oui, il peut porter un certain message, entouré de ces 2 actrices, il peut porter un certain message assez intéressant à destination de l'ensemble du monde. Oui. Écoutez, on suivra Adrien Gomi, militant socialiste et président du collectif Le Cercle des Nouveaux Réformistes. Vous étiez notre éditorialiste dans le 12-14 Info avec Robert Rochefort, député européen et vice-président du MoDem. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation et j'espère à très bientôt.